On va analyser ensemble 3 étapes du Tour de France 2025. On analysera les watts donc nécessaires pour performer sur une étape du Tour de France sur différents profils, que ce soit sur le plat, en montagne ou aussi sur une étape vallonnée, puisque donc j'ai choisi la deuxième étape du Tour de France avec les watts de Kevin Vauquelin. Voilà, donc c'était un final assez punchy, donc on verra les watts nécessaires pour suivre les meilleurs et même pour attaquer sur des efforts de 2 à 3 minutes. On analysera également l'étape 9, l'étape où Jonas Rickart et Mathieu Van Der Poel étaient échappés pour voir combien de watts seront nécessaires sur le plat. Et c'est sur cette étape-là où on parlera un petit peu d'aéro aussi, voilà, puisqu'ils ont roulé à plus de 50 km/h. Donc l'aéro est évidemment primordial pour performer, pour rouler très vite. Donc on en parlera. Et puis on analysera aussi une étape de montagne, l'étape 19, remportée par Timon Arensman. Voilà, Timon Arensman partage ses watts sur Strava. Donc on va pouvoir voir combien de watts il a mis pour gagner cette étape-là et finir avant notamment Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Donc ça va être super intéressant de voir ça. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, avec Cyclisme Performance Academy, on a écrit un livre numérique, un PDF, voilà, pour analyser les 21 étapes du Tour de France 2025. Comme ça, vous pourrez voir combien de watts sont nécessaires pour performer sur le Tour de France, puisqu'on a pris à chaque fois un coureur différent, un coureur qui a fini dans le top 20 de l'étape. Voilà, donc en fonction de l'étape, ça nous permet d'avoir des informations assez différentes, que ce soit qu'est-ce qu'il faut faire pour performer au sprint, dans les étapes de montagne, etc. Donc on a récupéré toutes ces données-là sur Strava et on les a analysées, on les a réunies dans un PDF. C'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Donc voilà, si ça vous intéresse, avant de poursuivre cette vidéo, vous pouvez aller le télécharger. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec cette deuxième étape. Et donc Kevin Vauquelin, voilà, donc une étape qui est partie relativement tranquille. Il pleuvait au début de l'étape, une échappée est sortie, ils sont partis à 4. Et voilà, on peut voir que l'effort dans le peloton n'est pas extrêmement élevé, puisque Kevin Vauquelin, voilà, il fait ici les deux premières heures 30 de course à 180 watts moyen, 110 BPM moyen, 42 km/h de moyenne. Donc voilà, ça roule vite, mais en fait, une fois qu'on est dans le peloton, finalement, on ne dépense pas tant d'énergie que ça pour y rester. Et voilà, on peut voir que pour Kevin Vauquelin, c'est un effort qui est vraiment très facile, 180 watts moyen. C'est à la portée de pas tous les cyclistes, mais presque. C'est vraiment facile pour lui. En tout cas, il est 110 BPM moyen. On peut estimer une FC max autour des 190 BPM. Donc voilà, c'est vraiment presque une allure qu'on pourrait appeler de récupération pour une sortie tranquille. Donc voilà, début d'étape tranquille, en watts normalisés, c'est la puissance ici, N, donc 232 watts normalisés. Parce qu'on peut bien le voir que les efforts sont quand même assez chaotiques. Il y a plein de petites accélérations, plein de petits sprints. Donc tout ça, c'est lié au placement, aux relances et puis au mouvement naturel du peloton. Ça augmente un petit peu du coup la puissance normalisée, donc qui représente plus un effort peut-être un petit peu plus réaliste comparé à la puissance moyenne, qui va évidemment prendre aussi les zéros, etc. Et vu qu'il y a plein de moments où on pédale pas sur une étape comme celle-ci, on peut avoir ici donc la roue libre. Donc tous les moments où Kevin Vauquelin produit moins de 10 watts. Et c'est 1h12 minutes où il produit moins de 10 watts. Donc c'est énorme, c'est 25% de l'étape où on peut dire qu'il pédale pas, quoi. Donc vraiment, c'est énorme. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez en tête sur les étapes du Tour de France. Mais du coup, c'est quand même un effort qui est très chaotique quand on est dans le peloton. C'est pour ça que c'est difficile à reproduire à l'entraînement ce type d'effort-là, parce que il y a plein d'efforts, plein de petits sprints, plein de petites relances. On peut le faire un petit peu derrière scooter où on subit le rythme aussi, mais c'est pas aussi marqué que sur une course. Donc voilà, tout ça c'est quand même assez fatigant, mine de rien. Puis la concentration requise pour rester placé, surtout sur une étape du Tour de France, encore plus dans le nord où c'était beaucoup de petites routes, etc. Et des petites bosses, en plus avec de la pluie. Donc voilà, il dépense quand même beaucoup d'énergie, même si en watts ça reste assez faible, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'énergie qui est dépensée. Le rythme s'est un petit peu intensifié au fil de l'étape. L'échappée a été reprise à peu près à ce moment-là, je crois, autour du kilomètre 160, il me semble. Et après, les choses sérieuses ont commencé sur la fin d'étape avec les dernières ascensions. Ici, je crois que c'était Wout van Aert qui avait commencé à accélérer. C'était la première vraie difficulté de la journée. On peut voir que Kevin Vauquelin a produit plus de 500 watts sur 2 minutes 30. Et ça, mine de rien, en fin d'étape, il y avait 177 km déjà d'effectués. Donc même si c'est des coureurs très entraînés, etc., c'est quand même pas rien. C'est quelque chose qui rentre en compte et qui est primordial dans le cyclisme moderne maintenant. On va beaucoup s'intéresser à la résistance à la fatigue, à la capacité à produire des efforts après avoir accumulé beaucoup de fatigue. Et ici, déjà du coup une étape la veille, mais aussi 175 km.
c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer en termes de travail que j'ai ici, hein, sur le dernier graphique. Voilà, avant de faire ce dernier effort, il est un petit peu moins de 3000 kilojoules dépensés. Alors qu'est-ce que c'est les kilojoules? C'est vraiment la dépense énergétique. C'est assez simple en fait. Voilà, 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Donc quand on fait 200 watts, donc sur une seconde, on dépense environ 12 000 joules. Et du coup, 12 000 joules, c'est énorme pour simplifier un petit peu tout ça. Parce que sinon, on accumule ouais, 1 million de joules, hein, facile sur une étape comme celle-ci. Donc pour simplifier, on va passer en kilojoules. Donc 1 kilojoule, c'est 1000 joules. Donc du coup, mettons, si on fait une seconde à 200 watts, c'est donc 12 000 joules, mais c'est aussi 12 kilojoules. Donc là, on va mesurer en kilojoules. Et on va, en fait, du coup, tous ces watts-là vont s'accumuler finalement, vu que 1 watt, c'est 1 joule par seconde. Voilà, c'est 1 watt plus 1 watt plus 1 watt plus 1 watt, etc., qui vont donc s'accumuler. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mesurer le travail effectué. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. On voit bien d'ailleurs que c'est donc un graphique qui est uniquement croissant, hein. On ne peut pas, ça ne peut pas redescendre. C'est vraiment l'accumulation du travail produit au fil des minutes, enfin au fil des secondes, des minutes et des heures sur le vélo. Et voilà, le dernier effort, enfin les premiers efforts là plutôt, c'était à partir de 3000 kilojoules environ, ce qui représente une dépense énergétique, alors peut-être ça vous parle un petit peu plus en kilocalories d'environ 3000 aussi kilocalories. Alors ça c'est assez approximatif. Voilà, je ne vais pas évoquer le sujet maintenant parce que c'est assez long, c'est assez complexe. Mais en tout cas, approximativement, on est dans cet ordre d'idée-là. Donc ça peut vous donner quand même un ordre d'idée de la dépense énergétique d'une étape comme celle-ci. Et quand on doit produire ces efforts-là, voilà, faites-le à l'entraînement. D'ailleurs, les kilojoules, hein, vous pouvez très bien les afficher, hein, sur votre compteur. Vous pourrez voir que voilà, pour avoir 3000 kilojoules, il faut faire généralement au moins 3 heures de vélo. Donc ça dépend forcément de l'intensité, hein. Si on roule à 350 watts moyen, les kilojoules, ils s'accumulent très très vite, hein. Si on roule à 90 watts moyen, ça mettra un petit peu plus de temps. Mais voilà, en tout cas, on peut atteindre donc 3000 kJ à l'entraînement. Affichez-le sur votre compteur. Essayez de faire des efforts à très haute intensité et vous verrez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que dès que vous sortez le vélo. Voilà, après 100, 200 kJ accumulés, c'est pas du tout la même chose qu'après 3000 kJ accumulés. Donc ouais, vous pouvez utiliser cette mesure-là sur vos entraînements, faire des tests aussi pour voir votre résistance à la fatigue. Voilà, quelle est la différence de puissance que vous produisez sur un test 5 minutes en début d'entraînement et après 3000 kJ accumulés. Vous verrez qu'il y a une certaine différence. Alors, tous les kilojoules ne s'accumulent pas de la même manière, hein. C'est sûr que des kilojoules en course, où il y a aussi toute cette tension nerveuse pour le placement, par rapport aux chutes, etc., c'est aussi de la fatigue en plus. Tous ces petits efforts assez chaotiques, hein, ces petits relances, ces petits sprints, c'est pas la même chose que quand on fait un effort linéaire à 150, 200 watts moyen. Peut-être qu'à la fin, on accumulera la même quantité de kilojoules, mais en course, 180 watts moyen, on peut le voir, c'est quand même très chaotique. Donc, c'est pas pareil, il faut se méfier de ça. C'est vrai que des fois, si on fait des tests à l'entraînement, on va se rendre compte qu'on a plutôt une bonne résistance à la fatigue, alors qu'en fait, en course, peut-être qu'on n'aurait pas exactement les mêmes résultats, parce que tous ces sprints-là, etc., nous fatiguent quand même beaucoup plus. Donc voilà, mais ça reste quand même un indicateur qui est assez intéressant, hein, pour se rendre compte de l'effort réalisé. Voilà, moi j'analyse ça, hein, sur la majorité de mes entraînements et de ceux que j'entraîne, hein. Je regarde combien de kilojoules ils ont dépensé et quand ils ont fait leurs efforts, etc. Et c'est vrai qu'en course, c'est quelque chose qui compte. Il faut être capable, hein, de faire de gros efforts très intenses après 3000 kilojoules accumulés ici sur cette étape-là pour performer. Donc voilà, cette première bosse qui est montée très vite. On peut voir un petit peu d'ailleurs aussi la bataille pour le placement avant, où pareil, c'est comme je le disais, hein, c'est extrêmement chaotique, ça roule très vite, c'est des petits sprints en fait. Voilà, il va relancer ici à 800, 900 watts, faire de petits efforts, il va arrêter de pédaler, repédaler, arrêter de pédaler, repédaler, enfin ça ressemble à rien. Voilà, on peut voir ce graphique qui ressemble à rien. Donc ici c'est les watts, ici c'est les watts moyennés sur 30 secondes, lissés sur 30 secondes, donc c'est un petit peu plus clair. Et là c'est la cadence. On peut voir que voilà, il y a des moments donc il pédale donc à 95, 100 tours minute, des moments où il pédale pas, il repédale, et voilà, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. Et ça roule très vite. Là, on est sur 55 de moyenne à l'approche de cette montée. Donc voilà, Kevin Vauquelin qui a certainement dû se battre un petit peu, hein, pour rester placé. Il fait quand même 300 watts moyen, hein, mine de rien, sur cette section-là, et 318 watts normalisés. C'est donc une section qui est importante pour se placer. D'ailleurs, ça se joue à partir de cette montée-là, parce qu'ensuite, il y a une petite descente, donc il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Et là, voilà, vraiment les derniers kilomètres, l'approche qui est très importante. Ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose.
Et là, bah, voilà, il y a les favoris qui sont un petit peu expliqués. Kevin Vauquelin qui a suivi tout ça, qui a essayé d'accélérer, qui a essayé d'attaquer dans cette première montée-là, donc de cet enchaînement. Là, on est à moins de 10 km de l'arrivée. Là, on peut voir, voilà, pareil, hein, la bataille pour le placement. Là, il y a quand même des efforts assez importants qui sont faits pour se placer. Pareil, c'est un effort qui n'est pas du tout lissé, mais c'est des efforts qui sont très coûteux en énergie. Kevin Vauquelin, s'il fait 3 minutes à 368 watts, de façon linéaire, c'est beaucoup moins fatigant que s'il fait 3 minutes comme ça, là, à 368 watts moyen, mais avec des relances à plus de 900 watts, etc. C'est beaucoup plus fatigant. Ensuite, on peut voir que dans la montée, bah, il a un effort qui est quand même beaucoup plus linéaire, où voilà, il a géré son effort. Et dans la seconde montée, il a pu accélérer. Là, ici, il a attaqué. Bah, en fait, on voit que voilà, c'est un effort d'environ 20 secondes pour attaquer. Les watts sont... Alors, impressionnant, ça dépendra de ce qui vous impressionne ou pas. En tout cas, c'est pas stratosphérique, hein. Il fait 19 secondes à 746 watts pour attaquer. Il attaque à 900, un petit peu plus de 900 watts. Mais ce qui est quand même impressionnant, c'est que ça, bah alors déjà, c'est en fin d'étape, hein. C'est après presque 200 km, enfin, c'est après 200 km d'effort, donc c'est pas rien. Après, donc plus de 3400 kJ accumulés. Et puis surtout, c'est après 1 minute 50 à plus de 430 watts. Donc voilà, pour lui, c'est bas de zone 5, on va dire. Bah ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire à l'entraînement. C'est d'ailleurs une séance que j'aime bien, c'est répéter les efforts comme ça d'environ 2 minutes où on accélère sur la fin. On fait par exemple 4-5 fois 2 minutes en faisant 1 minute 40, 1 minute 50 en bas de zone 5 et puis 10 ou 20 secondes de sprint, hein. Ça, c'est un effort qui est assez intéressant et si vous voulez le travailler, vous progressez dans ce type d'effort-là pour vos courses, c'est quelque chose que vous pouvez aussi reproduire à l'entraînement. Peut-être que c'est ce que Kevin Vauquelin avait fait d'ailleurs. Donc voilà, il avait attaqué, il s'était fait reprendre. Là, il avait rattaqué ici, voilà, juste avant le virage, une grosse accélération. Pareil, qui fait plutôt assis, ça roule très vite, hein, plus de 60 km/h. Le virage, il relance. Après, donc voilà, il était sorti avec Matteo Jorgensen, si ma mémoire est bonne. Matteo Jorgensen qui avait voilà, pas collaboré, donc on voit qu'il fait pas un très gros effort, Kevin Vauquelin. Il passe le vélo, il passe le relais, mais il se rend compte que ça marchera pas. Et puis ensuite voilà, hein, c'est l'arrivée finale qui est plutôt en bosse. Ouais, c'est ça. Et Kevin Vauquelin qui avait accéléré. Alors, est-ce que là, c'est une relance ou une attaque? Je me souviens plus. Je pense pas, parce qu'il arrête de pédaler juste après. Donc voilà, je sais qu'il avait essayé un petit peu de se replacer. Il roule à 600, 700 watts. Et puis voilà, le sprint final qui fait autour des 800 watts. Mais c'est un sprint, voilà, c'est pas un sprint, c'est pas une pancarte comme on peut le faire à l'entraînement. C'est sûr que si je vous dis il sprint à 800 watts, c'est pas énorme, hein, mais il sprint déjà, donc c'est en fin d'étape, après plus de 200 km. Mais surtout, là, si on prend à partir de cette relance ici, voilà, c'est du 480, presque du 500 watts moyen finalement là, sur cette arrivée, sur un peu moins d'une minute 30, une minute 20. Donc c'est quand même un effort qui est assez conséquent. Il avait attaqué juste avant. Voilà, avant l'arrivée, là, il était déjà à plus de 160 BPM. Donc pour lui, c'est quand même pas rien. Il monte à 180 BPM à la fin. Donc voilà ce que Kevin Vauquelin a produit comme effort, hein, pour attaquer. Et pour au final, il finit 8e. Ça n'a pas beaucoup payé par rapport aux efforts qu'il a fait, hein, notamment quand il attaque ici là, à 3-4 km de l'arrivée. Il était bien sorti. Mais voilà, c'est en tout cas des bosses qui se sont montés à plus de 8 watts par kilo ici dans cette montée, hein, c'est énorme, hein. Là, quand il accélère, c'est plus de 10 watts par kilo sur une vingtaine de secondes. Le poids, c'est celui indiqué sur Pro Cycling Stats. C'est ce qu'on a fait, hein, d'ailleurs pour notre livre numérique, un récapitulatif des 21 étapes du Tour de France. On n'a pas estimé leur poids, hein, c'est un poids qui donne en début de saison à Pro Cycling Stats. Alors, il y a certainement des variations. On ne connaît pas exactement son poids le matin de cette étape-là. Il était certainement un petit peu plus léger. Je ne pense pas qu'il était 5-6 kg plus léger, mais en tout cas, il était un peu plus léger, je pense. Mais voilà, pour simplifier les choses et pour que ça soit pareil pour tout le monde, on a pris pour tout le monde le poids Pro Cycling Stats. Donc voilà, en tout cas, reste un effort qui est assez impressionnant. Voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit là sur cette étape avec Kevin Vauquelin. On va pouvoir passer à l'étape suivante, l'étape avec Jonas Rickart. Donc voilà, ces watts sont sur Strava, hein. J'ai pu récupérer la sortie et l'importer donc sur le logiciel que j'utilise, hein, moi pour mes entraînements et pour ceux de ceux que j'entraîne. Et pour les formations cyclisme performance aussi. Voilà, c'est intervals.icu, c'est pour moi le meilleur logiciel en termes d'analyse. Donc voilà, j'ai importé les sorties de ces coureurs sur intervals.icu pour les analyser. Et donc Jonas Rickart qui attaque, donc là c'est le départ fictif, hein. Alors c'est vrai que si vous avez jamais fait de départ fictif, voilà, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Ici c'est 15 minutes, 85 watts moyen, 29 de moyenne. C'est un effort c'est pas d'effort en fait, hein. Pour eux c'est 97 BPM moyen. C'est vraiment rien. Bon,
on avance, hein, on tourne juste les jambes histoire d'avancer et de rejoindre le départ. Mais c'est pas vraiment un effort qui est fatigant. Voilà, ils vont faire ici, je sais plus combien de kilomètres il fait le départ fictif, il fait presque 10 kilomètres. Donc voilà, en règle générale, c'est un petit peu leur réchauffement. Finalement, ils vont pas s'échauffer autrement avant le départ de l'étape, à part s'il y a un départ d'étape en col. Dans ce cas-là, ils peuvent éventuellement sortir un home trainer pour s'échauffer avant l'étape. Mais c'est vrai que sinon, c'est rare, hein, de voir les cyclistes professionnels s'échauffer parce qu'en fait, ils ont un long départ fictif. Donc même, mettons qu'il s'échauffe, ensuite, il faut qu'il aille sur la ligne de départ où il va attendre peut-être une dizaine de minutes. Ensuite, il y a un long départ fictif où il va faire presque aucun effort. Donc finalement, son échauffement aurait presque aucun intérêt. Pour des courses amateurs, c'est différent. On peut arriver 5 minutes avant sur la ligne de départ. Donc dans ce cas-là, on peut s'échauffer. Ça portera ses fruits derrière. On économisera de l'énergie parce que voilà, tout notre système oxydatif sera déjà échauffé, sera déjà préparé pour fournir un effort important. Et ça, voilà, c'est pas négligeable quand même dans la performance. Dans le cadre des cyclistes professionnels sur le Tour de France, c'est compliqué à mettre en place parce que voilà, ils ont ce fameux départ fictif qui du coup leur sert un petit peu d'échauffement, même si un vrai échauffement devrait être quand même un petit peu plus intense pour vraiment préparer le système à produire un effort intense. Et puis voilà, donc Jonas Rickaert, une fois le départ donné, il part, il attaque. Il sera rejoint un petit peu après par Mathieu Van Der Poel et on peut voir que grâce à la fréquence cardiaque, ces différents relais, on voit que Jonas Rickaert prend des relais qui sont un peu plus longs que Mathieu Van Der Poel en première partie. Voilà, il va faire des efforts de 3 minutes 30, alors que Mathieu Van Der Poel prend un relais de 2 minutes 30. En moyenne, c'est ça, hein. Sur toute l'étape, alors avec intervals.icu, il m'a réuni un petit peu tous les efforts. C'est des efforts en moyenne 28 fois 3 minutes 30 à 435 watts. Alors voilà, imaginez la séance à l'entraînement. Si on vous donne ça 28 fois 3 minutes 30 à 435 watts, c'est beaucoup. Il fait ça à 94 tours minutes moyen. Donc voilà, il tourne bien les jambes. Et du coup, ouais, c'est des watts qui sont quand même impressionnants parce que toute l'étape, c'est du 450 watts quand il prend son relais. Et dans la roue, c'est entre 250 et 350 watts, quoi. Donc voilà, vraiment, il voit presque jamais moins de 300 watts sur son compteur pendant presque 4 heures de course. Bon, un peu moins si on met le fictif, allez, mettons 3h30. Donc voilà, imaginez sur votre compteur si vous voyez la même chose. Ouais, c'est assez surhumain, je sais pas, mais en tout cas, c'est assez exceptionnel. C'est pas si surhumain que ça, hein, parce que si on remet au poids, voilà, il fait 88 kilos, peut-être certainement un petit peu moins, je pense au départ de ce Tour de France-là, Jonas Rickaert, mais en tout cas, c'est son poids qui est affiché sur Pro Cycling Stats. Donc remis en watts par kilo, c'est déjà un petit peu moins impressionnant et un petit peu plus normal, parce que voilà, effectivement, c'est vrai que sinon, sur autant d'heures d'effort, réussir à produire plus de 400 watts, c'est quand même impressionnant. C'est quand même impressionnant, mais c'est ce qu'il faut, hein, pour rouler plus de 50 km/h. À chaque fois, leurs relais, c'est ça, hein, ils passent presque jamais en dessous des 50 km/h, même s'il y a quelques petites bosses. Alors, c'est vraiment des petites bosses, hein, si on regarde le dénivelé. L'altitude, il est à 100 mètres ici, 160 mètres ici au sommet, mais il s'est passé presque 5 km. Donc, voilà, c'est vraiment des longs faux plats montants. Mais voilà, c'est intéressant de voir que Jonas Rickaert prenait des relais un petit peu plus longs. On voit qu'ensuite, les relais ont tendance à être un petit peu plus courts en fin d'étape, voilà, avec des relais de 30 secondes, 1 minute. Alors, c'est difficile à découper, hein, c'est estimatif, hein, tout ça. Mais en tout cas, j'ai l'impression, en regardant la fréquence cardiaque, que c'est quand même à peu près ça. On est quand même sur des relais qui sont plus courts en fin d'étape, avec la fatigue qui s'accumule, hein, c'est normal, c'est un petit peu plus efficace comme ça. Voilà, mais en tout cas, en début d'étape, ils pouvaient vraiment prendre leur temps, faire des longs relais. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont géré leur effort de façon assez linéaire. Ils n'ont pas vraiment accéléré, ils n'ont pas vraiment ralenti, ils ont roulé sur le même rythme à peu près tout au long de l'étape. Voilà, on peut le voir à la fréquence cardiaque et à la puissance. Voilà, si vous le voyez à l'écran, hein, certainement, il y a une petite barre horizontale là, qui nous permet de visualiser l'accélération ou pas, et on voit que c'est quand même très linéaire au fil de l'étape. Voilà. Si on compare la roue libre sur cette étape-là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est à 7 minutes de roue libre. 3%, c'est rien. Je pense que limite, si on enlève cette partie-là, les 7 minutes, ils sont ici, hein. Parce que là, il fait plein de roues libres quand il est dans les roues, quand il pédale pas, etc. sur le départ fictif. Donc je pense que les 7 minutes sont dans le départ fictif, alors que voilà, je vous rappelle, hein, Kevin Vauquelin, sur la deuxième étape du Tour, il est resté dans le peloton toute l'étape, c'est 25% du temps où il pédale pas. Donc on voit quand même la différence d'effort entre être dans le peloton et être dans l'échappée, c'est énorme. Et c'est vrai que par curiosité, on peut essayer d'aller voir les watts d'un coureur qui était dans le peloton, mais je pense que c'est limite divisé par deux, hein. C'est sûr même, hein. Je pense que là dans le peloton, on est à 180-200 watts moyens. Pas plus, hein. Quand on est dans les roues, c'est énorme, hein, l'économie qu'on fait évidemment en watts.
Voilà, du coup, ben, on peut voir que les relais sont plus courts. On peut voir que la moyenne, si on prend ici, on est sur du 392 watts moyen sur le final de l'étape. Et si on regarde sur la première partie, hein, moi je vous disais qu'ils n'ont pas vraiment accéléré. Alors peut-être qu'ils auraient pu essayer de gérer un petit peu plus leur effort pour accélérer à la fin. Voilà, mon problème, moi je pense que c'était vraiment pas vraiment prémédité que ça dure autant de temps leur échappée. Je suis pas sûr du tout. Et voilà, on peut voir vraiment ouais, que ils sont entre 380 et 400 watts moyen sur toute l'étape. C'est énorme, hein, c'est énorme. Euh, c'est énorme, mais voilà, il n'y a pas vraiment de grosse accélération. Et je pense que bah, c'est parce que c'était pas vraiment prémédité. Peut-être qu'ils auraient géré leur effort différemment s'ils auraient vraiment voulu jouer la gagne. Je sais pas, faudrait leur demander. Mais ouais, c'est énorme. Si on analyse en termes de kilojoules, sur toute l'étape, c'est 4866 kilojoules. 356 watts moyen sur 3h47 de course. Comparé à l'étape Kevin Vauquelin, il y a presque 1 heure de plus, mais il dépense 1000 kilojoules de moins. Pour vous, voilà, ça vous donner un ordre d'idée d'intensité. Donc ça a été quand même extrêmement dur, hein, l'effort qu'ont fait Jonas Rickaert et Mathieu Van Der Poel. Voilà. Je voulais vous parler d'aéro un petit peu aussi sur cette étape-là, parce que si on regarde les photos, quelque chose que moi j'ai vu, c'est qu'ils n'ont pas la même combinaison. Voilà, on peut voir que Mathieu Van Der Poel a une combinaison qui est plutôt aérée, alors que Jonas Rickaert a une combinaison avec des petites stries ici qui sont faites pour optimiser l'aéro. Donc il a une combinaison plutôt aéro, Jonas Rickaert. Mathieu Van Der Poel a une combinaison plutôt été, plutôt aérée. On peut voir qu'il a les bras rasés. Voilà, pas tout le monde le fait, mais mine de rien, c'est quelques watts économisés à 50 à l'heure. Ça va très très vite, les watts économisés. Donc Jonas Rickaert aurait pu se raser les bras aussi, si vraiment il avait anticipé cette échappée. Je pense qu'il aurait dû le faire. Hein. C'est quand même pas mal de watts économisés hein, sur une étape du Tour de France. C'est quand même bon à prendre. Mais voilà, en tout cas, sur cette différence de combi, moi, c'est quelque chose qui me choque un petit peu parce que je me dis que voilà, il y avait quand même des watts faciles à économiser. J'imagine qu'il y a peut-être une dizaine de watts d'écart entre ces deux combinaisons. Voilà, si les questions d'aérodynamique vous intéressent, j'ai tourné une vidéo sur le sujet. Hein. J'ai analysé moi-même différents textiles et les écarts de watts entre différents textiles, c'est énorme. C'est vraiment énorme. On a de grosses différences. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Voilà, sur des tests aéro donc, que j'ai pu réaliser entre différents textiles. Il y a vraiment de grosses différences. Et donc, bah, ouais, j'étais un peu surpris de voir que Mathieu Van Der Poel n'a pas utilisé la combinaison aéro. Et je trouve ça vraiment dommage parce que bah, peut-être qu'il aurait pu aller au bout grâce à ça. Hein, s'il avait économisé peut-être 10 watts avec sa tenue sur 3h30 d'effort, bah, c'est des watts en plus, hein, c'est de l'énergie en plus qu'il peut mettre en fin de course. Donc vraiment, je pense que ça aurait fait la différence. Pareil pour son cintre, je pense qu'il pourrait avoir un cintre plus petit. Hein. Voilà, cette vitesse-là, à 50 km/h, bah, 1 cm en moins, c'est environ 3 watts économisés. Donc mettons que là, il est un 40 en haut peut-être, 42. Bah, s'il passe sur un 38 alors qu'il était sur un 42, mettons ces 4 cm économisés, bah, c'est déjà aussi une dizaine de watts d'économisés. Donc peut-être voilà, en optimisant ces deux détails-là, la tenue plus le cintre, il aurait pu économiser une vingtaine de watts sur toute l'étape. C'est énorme et ça aurait certainement fait la différence pour aller au bout parce qu'il se fait reprendre à 700 mètres de l'arrivée finalement Mathieu Van Der Poel. Donc ça se joue à rien. C'est vraiment, ça se joue à rien. Un peu de watts en plus et ça l'aurait fait. En termes de position, bah là il a une très bonne position. On peut voir que ça s'est dégradé quand même au fil de l'étape. Voilà, il s'est petit à petit relevé, petit à petit un petit peu plus de mouvement de tête, etc. C'est normal avec la fatigue. Peut-être qu'ils auraient pu essayer d'être un petit peu plus relâchés en début d'étape pour utiliser plus la position aéro à la fin. C'est possible. Alors c'est difficile à dire comme ça parce que quoi qu'il arrive, ils auraient été fatigués. Donc peut-être que la position aéro, quoi qu'il arrive, après 170 km, elle est quand même plus dure à tenir. Voilà. Bon, je pense qu'il y aurait quand même un petit peu d'optimisation à faire sur sa position pour qu'il puisse la tenir un petit peu plus longtemps. Parce que voilà, en début d'étape, il la tenait comme ça très bien. Fin d'étape, c'était quand même un petit peu plus difficile. Et en fait, on sait, bah, pareil, hein, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Entre différentes positions, il y a des dizaines et des dizaines de watts d'écart parfois. Donc ça vaut vraiment le coup de s'y concentrer. Quitte à mettre un petit peu moins de watts, hein, quitte à prendre son relais, au lieu de prendre à 450 watts, on le prend à 400 watts, mais on se concentre sur sa position. Finalement, on économise des watts parce que bah, du coup, on roule 50 watts de moins, on dépense moins d'énergie. Voilà, vous avez vu, hein, c'est 4600 kJ dépensés quand même cette étape-là. Donc, tous les watts économisés, ça compte. À la fin, ça fait beaucoup de kilojoules en moins. Et du coup, bah, c'est de l'énergie, hein, c'est des kilojoules disponibles en fin d'étape pour accélérer. Et du coup, voilà, on aurait pu peut-être voir Mathieu Van Der Poel vainqueur avec ces différentes optimisations. Voilà, j'avais pris d'autres photos aussi. Voilà, ici, Jonas Rickaert, je crois que c'est un petit peu plus en fin d'étape. On voit que les deux, ils ont des positions qui sont plus très aéro. Alors, c'est normal de se relâcher quand on est en deuxième position. Il vaut mieux que le premier qui roule se concentre bien sur son aéro et que nous, derrière, on en profite pour se relâcher et que quand on passe le relais, on se mette en position aéro. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ouais, là, on voit Jonas Rickaert sur cette photo.
Alors c'est une photo, hein, c'est difficile à dire. Voilà, bien sûr, sa position bouge, etc. Et il pourrait être bien plus aéro en pliant un petit peu plus les coudes, en étant un petit peu plus plié. Il aurait certainement économisé beaucoup de watts. Pareil au niveau des chaussettes, je pense qu'il y aurait des petits gains à faire, peut-être quelques watts à gratter au niveau des chaussettes avec des chaussettes un petit peu plus aéro. Pareil avec des stries un petit peu comme sur sa combi, hein. Ici, voilà, les stries sont assez discrètes, hein, mais c'est une technologie qu'on appelle en double épaisseur. Donc il y a des stries qui sont à l'intérieur de la combi et avec un textile par-dessus qui vient donc produire ces petits reliefs ici qui vont améliorer l'aéro. Euh, voilà, donc bah ouais, je pense qu'avec un petit peu d'optimisation en plus, ils auraient peut-être pu gagner. Mathieu Van Der Poel aurait pu gagner. Voilà, pour voir la largeur de son cintre comparé à Victor Kampenart. Voilà, je trouve que Mathieu Van Der Poel a un cintre qui est quand même assez large. En vrai, je pense qu'il pourrait vraiment facilement gratter quelques centimètres. Donc voilà, après, c'est l'histoire de compromis. Mais sur une étape comme ça aurait été vraiment prémédité. Bah, on essaie de l'optimiser à fond, hein, c'est quand même le Tour de France. Et je pense que ça aurait changé le résultat final. Dernière étape qu'on va analyser, c'est la dernière étape du Tour de France. Alors pareil, petit point sur la roue libre, seulement 14 minutes. Je m'attendais à plus honnêtement. C'est vrai qu'avec les descentes, etc., ça fait quand même beaucoup plus de roue libre généralement. Donc voilà, il a bien pédalé, Timon Arensman, pour essayer, pour gagner cette étape-là. Donc voilà, il est allé au bout. Il a essayé d'attaquer en début d'étape. Alors début d'étape assez tranquille, hein. Ici, ça s'est joué le sprint intermédiaire. Et puis ensuite, on attaque le col et ça part à fond. On peut voir que Timon Arensman part dans un second temps. Il essaye d'accélérer, certainement ici, hein, précisément. Il attaque. Il sort du peloton un petit peu. Voilà, il fait 2 minutes à plus de 500 watts quand même. C'est énorme. Et il sort un petit peu, mais je crois qu'il se fait reprendre. Et finalement, il n'est pas dans l'échappée. Donc après, il monte le col au rythme du peloton, hein, quand même 23 minutes à 5,6 watts par kilo. Donc j'ai modifié son poids. Évidemment, Timon Arensman, c'est pas Jonas Rickaert. Sur Pro Cycling Stats, il a annoncé à 68 kg. Pareil, je pense évidemment un petit peu plus léger, hein, sur le Tour de France. Mais voilà, on ne sait pas. Donc par principe, on va utiliser le poids donné sur Pro Cycling Stats. Et donc voilà, un petit rythme, 5,6 watts par kilo quand même. Voilà, si vous faites 5,6 watts par kilo sur un test 20 minutes, c'est déjà pas mal. Donc voilà, eux, c'est le rythme du peloton. C'est vrai qu'on n'a pas la fréquence cardiaque ici, on l'avait, hein, sur l'étape précédente, j'en ai pas parlé. Mais voilà, il fait 160 BPM moyen, 176 au max, hein, donc c'est un effort, vraiment un effort zone 3, hein, pour lui, je pense. Après, c'est dur, hein, d'atteindre sa FC max en fin d'étape comme ça parce on a les jambes explosées, hein. Après 4600 kJ, je pense qu'il a très très mal aux jambes. Il a plus mal aux jambes qu'il est à fond au niveau du cœur, hein, Jonas Rickaert. Donc voilà, ça c'était l'étape précédente. Je ne vais plus revenir. Je me concentre maintenant donc sur Timon Arensman qui donc là est dans le peloton avec les favoris. L'échappée est reprise et voilà, c'est les favoris qui attaquent indirectement. Je crois que c'est Tadej Pogacar qui attaque. Timon Arensman qui suit et qui essaie d'attaquer. Ici, il va attaquer à plusieurs reprises. Alors, c'est pas des attaques à fond, hein. Finalement, c'est des petites accélérations. Si on va essayer de réduire un petit peu. Là, ici, voilà, c'est 5 minutes où ça s'attaque un petit peu. Il y a 450 watts normalisés, 450 watts moyens. Donc, il y a quand même assez peu de variations. Pourquoi ? Parce que s'il fait des grands sprints pour attaquer, sachant que c'est un col un peu moins d'une heure, il n'irait pas jusqu'en haut. Donc, il faut quand même bien gérer son effort. C'est des petites attaques. Il attaque ici 25 secondes, 536 watts, 690 watts en Pmax. Il rattaque ici, pareil, c'est vraiment des petites accélérations, c'est du 700-800 watts. Pendant quelques secondes, il se rassoit, il reste en danseuse, il voit ce qui se passe, jusqu'à sortir, hein. Je crois que sa dernière attaque, c'est là, en fait. Là, peut-être qu'il suivait, en fait, avant, il suivait juste simplement Tadej Pogacar qui attaquait. Il rentre et il contre directement, il part, et après, il gère sa montée, hein. Je pense qu'il gère avec son capteur de puissance, en tout cas, même sans son capteur de puissance, hein, il arriverait à gérer son effort, il se connaît très bien, hein. Et voilà, il fait 80 tours minutes moyen, il s'est calé à 400 watts. Et voilà, il sait qu'il peut tenir le rythme 400 watts, c'est 5,8, un petit peu, c'est peut-être même 6 watts par kilo, hein, sachant qu'il était quand même plus léger sur le Tour de France. Donc je pense qu'on n'est pas loin du 6 watts par kilo, hein, en réalité. Rendez-vous compte, hein, c'est l'étape 19 du Tour de France, donc c'est en fin de troisième semaine. Là, il a déjà accumulé quand même, mine de rien, plus de 2000 kJ, hein, c'est pas rien. Donc l'étape a quand même été assez intense, hein, même si elle était assez courte. Parce que voilà, plus de 2000 kJ en 2 heures de course, c'est beaucoup déjà. C'est que c'était vraiment intense. Ça fait du coup une étape à 324 watts moyen, 362 watts normalisés. Et donc voilà, ce final, c'est 50 minutes d'ascension finale pour aller gagner l'étape. C'est ça, hein, c'est du 6 watts par kilo pour Timon Arensman. Donc c'est un effort qui est très impressionnant. Du coup, plus de 6 watts par kilo en estimant qu'il est un petit peu plus léger que ça.
Donc ouais, c'est du très costaud. On peut voir qu'il alterne beaucoup de position. On le voit avec la cadence parce que quand il se met en danseuse, il va perdre un petit peu en cadence. En danseuse, il est autour de 65-67 tours minutes, autour des 80-90 quand il se remet assis. Voilà, à cette vitesse-là, c'est sûr que, mine de rien, on est à plus de 20 km/h, donc l'aérodynamique rentre en compte quand même. Vaut mieux essayer de rester le plus assis possible. Après, voilà, avec la fatigue, etc., c'est quand même bien de se relâcher, varier de position, parce que sinon on commence à avoir mal au dos, etc. Après, il faut être très bien posé sur le vélo, mais voilà, une telle intensité, ça fait quand même du bien de se relâcher, de varier de position. Et voilà, il a tenu, il est allé jusqu'au bout et il gagne l'étape. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'analyse de ces 3 étapes. Si vous voulez aller plus loin et donc voir les watts requis pour performer sur les 21 étapes du Tour de France, vous pouvez télécharger du coup notre livre numérique. C'est le premier lien dans la description. Vous recevrez ça dans votre boîte mail et vous pourrez voilà, vous adonner à cette analyse et voir si peut-être vous avez le talent nécessaire pour performer sur le Tour de France, ou en tout cas combien de watts vous devrez développer si un jour vous voulez y participer. Voilà, sur ce, je vous dis à une prochaine. Abonnez-vous, faites-moi vos retours en commentaire si cette vidéo vous a plu, posez-moi vos questions si vous en avez. Et puis voilà, à une prochaine.